toutes et à tous, nous sommes le mercredi 22 juillet 2026 et je vous ai déjà parlé de mon camarade citoyen combattant Angelo Motti. J'ai déjà fait une vidéo pour vous le présenter et donc aujourd'hui eh bien, je vais lui poser une question très simple. Pourquoi a-t-il décidé à partir du 9 mai 2026 de faire, tous les 10 jours environ, de faire ce que j'appelle une session de discours public, c'est-à-dire en fait une manifestation statique pendant laquelle lui et moi nous expliquons à la population, nous sommes dans un endroit public de la ville de Reims, et nous expliquons à la population eh bien, tous les dysfonctionnements judiciaires que nous avons subis et que nous avons combattus. Ne croyez pas que nous sommes les seuls à qui ça arrive. La plupart des gens ne disent rien, préfèrent se taire, des fois par honte. Donc si vous connaissez des gens qui ont des problèmes comme ça, aidez-le à surmonter parce que c'est très très important et c'est très difficile de sortir d'une situation comme celle-là. Donc aujourd'hui, pour continuer la présentation de ce citoyen combattant exemplaire, eh bien, je vais lui poser la question et il va y répondre avec évidemment sa faconde habituelle. Je vais donc lui poser la question, quelles sont les raisons qui l'ont poussé, au bout de 20 ans de procédure pour défendre ses droits, quelles sont les raisons qui l'ont poussé cette année à décider de parler en public, de faire une dénonciation publique de ces dysfonctionnements judiciaires dans la ville de Reims, dans laquelle il habite depuis les années 1990. En réalité, je dénonce publiquement tout ce qui arrive, les dysfonctionnements, depuis très longtemps, en tout cas depuis 2007. La première fois que j'ai fait une publication des dysfonctionnements et les dénonciations des personnes, c'était en 2007. Mais c'était pas par une vidéo, d'abord parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui, et j'avais fait un papier que j'avais fait circuler dans Reims, ce qui m'a valu d'ailleurs après des histoires. Une sorte de tract. Oui, un tract que j'ai intitulé « J'accuse ». J'ai créé aussi un site internet qui est basé en Amérique, parce que j'en avais fait un en France, mais il a été fermé. Dès qu'ils ont vu de quoi je parlais, ils me l'ont fermé. Donc j'en ai créé un qui a son domaine en Amérique, donc là ils peuvent pas y toucher, où je mets tout ce que je dis, je l'ai déjà mis sur Internet, donc c'est facilement recherchable. Il s'appelle non pas mouvement, parce que j'ai fait une erreur quand je l'ai créé, mais mouvement de justice populaire. Ça c'était toujours en 2007, 2008, 2009 par là. Et donc j'ai toujours dénoncé publiquement, même quand je faisais les manifestations avec d'autres associations à Paris, devant le ministère de la Justice ou ailleurs. J'avais effectivement créé un compte YouTube, ne serait-ce que pour regarder des vidéos, et j'avais vu qu'on pouvait mettre ses propres vidéos et les diffuser sur Internet. Moi j'appelle ça donc des escrocs, pire encore, des voleurs de petites vieilles. Ce sont des docteurs en droit et ils utilisent leur savoir pour dépouiller les gens parce que les gens n'ont pas la possibilité de se défendre contre eux, ne connaissent pas la loi, et bien souvent les avocats qui sont débordés ne font pas le nécessaire pour défendre leurs clients contre leurs confrères, bien entendu, puisque c'est des confrères. Pourquoi ils font ça? Donc, comme je viens de le dire, parce qu'ils font partie d'une confrérie. On se croirait au Moyen-Âge, où il y avait des confréries à droite, à gauche, etc., et qu'ils se défendaient les uns les autres. Mais ils ne font pas application du droit, ils font application de leur droit. Ils se moquent complètement de nous. Ces gens-là, ils ne méritent pas notre confiance. Ces gens-là doivent être amenés devant un tribunal constitué de citoyens, comme aux assises, et ils doivent être jugés par des citoyens, pas par d'autres magistrats, défendus par d'autres avocats, où vous êtes sûr que vous n'avez aucun moyen d'aller contre ces gens-là. Non. La justice revient au peuple. La justice française, elle est faite par le peuple, pour le peuple, et non pas par des technocrates, des personnes qui sont nommées là, à ce poste-là, et qui se défendent les uns les autres contre les justiciables. Et puis, dernièrement, ce qui s'est passé,
Il y a plusieurs choses qui se sont passées en réalité. Il y a eu plusieurs décisions de justice. Exactement, une décision de la Cour d'appel très récente, donc qui date de janvier 2026, qui vient ensuite d'une décision de le juge d'instruction, donc, sur la plainte que j'avais déposée en 2016. Et j'ai constaté donc qu'au bout de 10 ans de procédure, il ne s'était rien passé. Le juge a pris une ordonnance de refus d'informer, c'est-à-dire refuse d'entendre les personnes mises en cause, et juste avec les documents que j'avais déposés. Aucune des personnes que je mettais en cause n'a été entendue ni par la police, ni par le juge d'instruction. Et donc la décision de la Cour d'appel, qui date donc de 2026, est maintenant devant la Cour de cassation. Et il faut attendre 6 mois à 1 an pour qu'il y ait un magistrat rapporteur pour que l'affaire soit mise en audition devant la Cour de cassation. Donc il faut compter 1 an et demi avant que l'affaire passe devant la Cour de cassation. Une autre décision de la Cour d'appel de Reims, la civile cette fois-ci, donc contre le mandataire liquidateur qui avait fait plusieurs faux, usage de faux et abus de confiance, abus de biens sociaux. Le fameux François Deltour. Le fameux François Deltour et son avocat que tu as connu aussi, donc il s'appelle Yves-Marie Le Corf. Et apparemment ce serait un nom breton, d'après ce qu'on m'a dit. Donc c'est Le Corf, il se présente en tant qu'avocat sous diverses casquettes, ce qui fait que tout dépend de la juridiction saisie. Il se présente comme, par exemple, l'avocat de Deltour à titre personnel ou l'avocat de Deltour S qualité. Cette qualité doit être toujours d'actualité, alors que lui, il n'a plus cette qualité depuis... Lui, c'est-à-dire Deltour. Deltour, depuis au moins 2012. Donc lorsque l'avocat se présente S qualité, il est en train de se présenter au nom de quelqu'un qui n'existe plus juridiquement, qui était le liquidateur de la société. De ta société, Angelo. De ma société, de la société, de l'activité de restaurant, hein, parce qu'il y a 2 sociétés, l'activité de restaurant et l'activité la SCI, propriétaire des murs. Et donc, pour la dette qui avait été constatée, ils ont vendu tout l'actif de la société pour une somme d'argent qui était au-delà de la dette qui était donc contestée. Et il a prétendu vouloir payer ses frais d'honoraires d'avocat avec cet argent-là pour une somme de 30 000 €. La Cour d'appel a dit non, cet argent-là ne peut pas être utilisé pour payer les frais d'avocat du liquidateur judiciaire. Et en appel, ils avaient présenté aussi une deuxième dette qui n'avait jamais été évoquée devant le tribunal et ni devant la Cour d'appel. Et la Cour d'appel a dit non, cette dette-là, on n'en tient pas compte non plus. Deltour a fait un pourvoi en cassation qu'il a perdu. On est revenu devant la Cour d'appel et là, la Cour d'appel a pris en compte toutes les dettes que Deltour a présentées devant la Cour, c'est-à-dire les frais d'avocat et les dettes qui n'existaient pas réellement, pour les englober dans la liquidation et dire, ben voilà, de quoi vous vous plaignez, s'il y a des dettes, vous devez les payer, et donc il a accordé à Deltour tout ce qu'il demandait. Et puis à la 3e décision, toujours de la Cour d'appel de Reims, et donc là c'était ensuite de mon expulsion de 2016, au civil cette fois-ci, où en gros j'ai gagné toutes les procédures parce que tout ce qu'ils avaient fait a été annulé, mais malgré ça je n'ai pas pu récupérer ni les biens qu'ils ont vendus pour 1 700 €, hein, 40 couverts dans un restaurant avec four à pizza, etc., 1 700 €, et ni j'ai pu récupérer le local, puisque la décision d'expulsion a été annulée par un autre juge. Donc j'aurais dû récupérer le local. Et là, je viens devant la Cour d'appel demander donc, au moins le remboursement de la valeur de mes biens et le dédommagement de la perte d'exploitation.
Et la Cour d'appel de Reims a rejeté ma demande en prétendant que je n'avais pas réagi suffisamment rapidement dans les décisions qu'ils avaient prises. Il y a une décision du juge du tribunal de commerce. Le juge du tribunal de commerce indique la procédure à suivre. Et le liquidateur a l'obligation de suivre cette procédure. Il ne l'a pas fait. Il a contourné la décision. Lui et le procureur, donc le fameux Mathieu Bourrette, ils ont contourné la décision. Donc ils ont fait semblant de signification sur de fausses déclarations. Et ensuite ils ont fait la requête au juge pour pouvoir être expulsés et pour pouvoir saisir les biens. Mais ça, ils l'ont fait quelque chose comme 5 mois après, alors que normalement, le liquidateur, il a 2 mois pour réagir. Et comme ils l'ont fait tardivement, moi, je n'ai pas pu revendiquer ni la propriété des biens, ni même me défendre contre l'expulsion. Et devant la cour d'appel, donc ils sont venus prétendre qu'en réalité, moi, je n'avais pas fait la revendication des biens, alors qu'il n'y avait aucune saisie des biens, donc je n'avais pas besoin de le revendiquer, c'était clair et net, dans la décision du juge, c'était clair et net. Et donc la Cour d'appel est venue confirmer cette affirmation en disant « Ah oui, mais il y a quand même eu un rapport », sauf que le rapport en question, il ne détaille pas l'actif et le passif, comme ça aurait dû être fait. Et donc la Cour d'appel a jugé en ta défaveur à ce moment-là? Exactement, elle a jugé que je n'avais pas réagi suffisamment vite sur les décisions qui avaient été prises. Ce qui est une aberration, je l'ai fait aussitôt. Et donc on a fait une demande de révision avec mon avocat pour donc contester la première décision de la Cour d'appel. Et la même Cour d'appel avec d'autres juges m'ont débouté en décidant que j'avais fait ma demande de révision hors délai. Ce qui évidemment est faux, parce que j'avais fait les choses correctement. Et tu nous rappelles, Angelo, que les documents qui prouvent toujours ce que tu dis, tu les as mis sur ce site que tu avais créé en 2007, ce site internet. Absolument, absolument. Tous les documents sont sur le site, on peut aller les retrouver, donc il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui, en avril, raconte-nous comment s'est fait ce déclic pour décider de faire des manifestations revendicatives à Reims? Raconte-nous le processus et concrètement comment tu fais ça. C'est quelque chose à laquelle je réfléchissais depuis longtemps. Je cherchais peut-être le bon tempo pour faire les choses. Et en réalité, ce qui a un petit peu déclenché le tout, c'est l'audience devant la cour d'appel à laquelle tu étais présente avec le fameux Yves-Marie Lecorf. Quand je suis sorti de là, je me suis dit que je devais le faire. J'ai pensé d'ailleurs, en premier, j'ai pensé à certains de mes amis auxquels j'avais déjà demandé s'ils voulaient bien me filmer, parce que le but étant de le diffuser publiquement au plus large public, si tu veux, parce que faire une manifestation devant 50 personnes ou même 100 personnes sur la place d'Erland, c'est bien, je veux dire, mais quand c'est vu par plusieurs centaines de personnes, c'est encore mieux. Donc tu avais déjà pensé à cet enregistrement, puis diffusion de ce que tu allais dire. Sur Facebook, donc j'avais déjà fait des tests pour voir comment faire des directs sur Facebook. Et ensuite, comme on a été amené à se voir, discuter, etc., et je t'ai posé la question pour savoir si tu étais d'accord pour manifester avec moi. Et ça a donc débuté le 9 mai 2026. Ce n'est qu'avec l'union qu'on peut réussir à surmonter ces problèmes-là. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, hein. Très peu de choses à faire pour que ces gens-là cessent d'abuser de leur pouvoir. Merci à tous. À bientôt. Et donc depuis, on essaye d'en faire régulièrement. En fait, c'est très très simple, il suffit d'aller sur Internet, taper déclaration de manifestation revendicative, exact, je cherchais le mot. On télécharge le CERFA, on le remplit et on le renvoie au service dédié
de la sous-préfecture à Reims, ou la préfecture si on est ailleurs, qui traite assez rapidement les dossiers, hein, de toute façon. C'est très très simple, ça se fait par mail, et le service donne son accord. Il faut savoir qu'il faut le faire au plus tôt 15 jours avant, au plus tard 3 jours avant. Mais il vaut mieux le faire avant, parce que si vous le faites 13 jours avant et qu'il y a un refus, c'est très difficile de saisir le tribunal administratif pour contester la décision éventuelle de refus de manifester par la sous-préfecture. La première fois, j'avais mis 1h30, mais on avait un petit peu débordé, donc maintenant c'est 2 heures à chaque fois, même si on ne va pas jusqu'au bout, mais au moins, comme ça, on est tranquille. Voilà, hein. As-tu constaté des commentaires, des demandes, des soutiens de la part des gens qui te regardent sur Facebook? Oui, il y a régulièrement des demandes, des soutiens des personnes qui me connaissent, des personnes aussi que je ne connais pas, hein, attention, hein, parce que quand ils entendent ce qu'on dit, tous les deux, moi et toi, évidemment, il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans nos histoires, et forcément, il y a du soutien. Voilà. Mais encore une fois, je ne le fais même pas pour avoir du soutien, c'est pour informer les gens de ce qui pourrait éventuellement se passer dans une procédure qui serait en cours pour quelqu'un des proches, mais aussi pour que les personnes responsables de tout ce micmac soient au courant, soient mis devant leur propre responsabilité, qu'ils ne se disent pas « on s'est débarrassé de M. Moty, au revoir et merci ». Non, je serai là tout le temps, il n'y a pas de problème, à les dénoncer régulièrement. Dernière question, Angelo, tu m'as dit qu'adolescent et même jeune homme, tu étais un peu timide. Donc, quel bénéfice, puisque ça fait la 6e ou la 7e session qu'on a faite, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose en toi, dans ton caractère, le fait de faire ces discours en public? Je ne crois pas que ça puisse changer quelque chose de profond en moi, en nous. Quand on est timide, on le reste toute sa vie. Hein. On ne change pas cet état de fait. Ce qui change, par contre, il y a un petit peu plus d'assurance à s'adresser aux personnes et donc on ose un peu plus. Mais la timidité reste, elle n'a pas disparu. Je suis toujours autant timide et je suis toujours autant réservé malgré tout ce que je raconte à chaque fois. Quand même, je n'aime pas trop parler de moi, quoi, hein. Donc, je le fais vraiment pour le besoin de la cause. Je ne le fais pas ni pour me mettre en valeur, ni pour quoi que ce soit. Je le fais parce que j'ai constaté tout le temps, à chaque fois quand je vais dans les tribunaux, des aberrations, pas seulement pour moi, même pour les gens qui sont là. Et chaque fois, ça me révolte. Donc, j'ai poursuivi directement parce qu'en France, c'est autorisé. On peut citer à comparaître qui on veut devant la justice pénale. Évidemment, ça n'aboutit jamais, parce que si ce n'est pas le procureur qui poursuit, ils sont toujours relaxés. Mais je poursuis le cabinet d'avocats Guérin, Pascal Guérin, avec son collaborateur Blaro, Stéphane Blaro, le juge Hélène Jude, le procureur de la République Mathieu Bourret, l'huissier de justice Marc Templier, le mandataire judiciaire Isabelle Tirement, je les ai tous poursuivis pour faux public, dénonciation calomnieuse évidemment, faux public et violation du domicile et détention illégale pendant plus de 15 jours. Normalement, c'est la cour d'assises qui est compétente pour ça. Mais évidemment, personne ne veut le renvoyer devant la cour d'assises parce que ça ferait une première et ça la ferait mal contre ces gens-là. On ne peut pas faire grand-chose malheureusement.